Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Dans les coulisses d'une levée en bear market. Jean de la Roche-Brochard, cofondateur et partenaire de New Wave. Le job d'un bon entrepreneur dans une start-up, c'est d'être très proche des gens qui font les lois très tôt pour qu'ensemble, ils arrivent main dans la main à faire le projet le plus cohérent possible. Ce qui est toujours difficile parce que tu as beaucoup de edge case, tu as beaucoup évidemment d'agenda, tu as beaucoup de lobby. Puis quand tu es la France, tu n'es pas que la France, tu es aussi l'Europe. Donc il faut composer avec tout ça. Et de temps en temps, tu arrives sur des trucs un petit peu Frankensteinesque à la GDPR. Mais il vaut mieux qu'on prenne le taureau par les cornes quand il s'agit de AI Act en prenant les devants avec la France, plutôt qu'on attende que les mecs s'installent dans une salle entre gens autorisés à l'échelle de l'Europe pour décider ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est très bien qu'on ait pris les devants là-dessus. Voilà un sujet dont on entend moins parler lorsqu'il s'agit de Jean. C'est celui de New Wave. C'est de cela dont j'avais envie de parler avec lui. Vous allez découvrir comment et pourquoi Jean s'est lancé dans cette aventure avec Pia, son associé. Nous parlons du déploiement du fonds, notamment au travers d'investissements tels qu'Amo et Mistral, et de la stratégie d'exit au sein du premier véhicule. Ce que je voulais surtout discuter avec Jean, c'est la levée du deuxième fonds qui dépasse le cercle Friends and Family pour comprendre comment l'équipe s'est structurée, organisée et la thèse affinée. Jean, comme à son habitude, n'a pas peur de parler de tous les sujets. Nous abordons donc la complexité de l'exercice en plein bear market. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, salut Jean. Salut Solène. Hyper heureuse que tu me rejoignes sur FinScale, pas pour parler de Kima, mais pour parler de New Wave. Est-ce que tu pourrais quand même te présenter pour l'audience, notamment non française ? Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean de la Roche-Brochard. J'ai fait de l'investment banking pendant 7 ans. Après, j'ai rejoint un accélérateur de start-up qui s'appelait The Family pendant 2 ans, à la belle époque. Et puis en 2015, j'ai rejoint Xavier Niel, le fondateur de Free, pour m'occuper d'une partie de ses investissements start-up et notamment de Kima Ventures, avec lequel on fait une centaine de deals par an avec des petits tickets dans des boîtes francophones de la tech. Et aujourd'hui, c'est un portefeuille de 1200 boîtes. Et il y a 3 ans, avec lui, des copains et surtout comme associé Pia Diribarne, on a lancé New Wave, qui investit pour le coup des plus gros tickets, plutôt entre 500 000 et 4 millions d'euros, toujours en amorçage, dans des boîtes de la tech dont on pense qu'elles peuvent devenir gigantesques. Super, mais alors qu'est-ce qui t'a motivé ? Pourquoi est-ce que tu as proposé à Pia ou pourquoi est-ce que c'est elle qui t'a proposé ? Comment ça s'est fait ? Est-ce que tu pourrais nous remettre à cette époque, ce précis moment où tu as eu envie de te lancer ? En fait, il y a eu 3 moments. Le premier, c'était en 2015 quand j'ai commencé à bosser avec Xavier, puisque je lui avais dit ce serait bien qu'on mette plus d'argent dans moins de boîtes et qu'on double la mise sur les gagnants. Et puis en plus, on gagnera plus d'argent. Et il m'avait dit à l'époque, c'est sympa, mais j'ai pas besoin de plus d'argent. Mais si tu veux faire des gros deals, on peut en faire si tu veux, tiens-moi au courant. Et puis on avait fait Zenly, comme ça, on avait fait Payfit, on avait fait Even First. À l'époque, j'ai fait la connaissance de Pia, on s'est très bien entendu. Et en 2018, elle voulait quitter Accel, parce qu'Accel était un fonds de série A, c'est là qu'elle bossait pour se concentrer sur l'amorçage. Elle m'a proposé qu'on s'associe à ce moment-là. C'était pas tellement un bon moment. Moi, j'étais arrivé chez Kima il y a tout juste 3 ans. Je trouvais que Iliad Free était pas dans une passe particulièrement glorieuse, donc je voulais pas embêter Xavier avec cette nouvelle initiative. Et donc Pia a rejoint Stride. Au moment du Covid, elle a démissionné. Elle m'a rappelé une nouvelle fois et elle m'a dit là, ça y est, j'ai démissionné. Je me lance. Donc soit c'est maintenant, soit c'est jamais, quoi. Et à ce moment-là, elle a pitché Xavier et puis on a fait ce dry run, comme on peut dire, avec New Wave 1, qui était notre premier fonds de 75 millions qu'on a levé fin 2020. Et comment vous l'avez levé ? On a eu beaucoup de chance parce que si tu regardes la période 2020 pour le venture capital, en fait, il y a eu beaucoup d'argent imprimé en fait à cette époque, quoi. Donc nous, Pia avait déjà convaincu Alexandre Liazdi et Laurent Ritter, qui ont mis un ticket significatif dans New Wave. Évidemment, on est très proche de Antoine Martin, qui avait revendu sa boîte Zenly à Snap et qui, pareil, a commit pour un montant un peu significatif. Xavier aussi. Et en fait, avec ces 3 réunis, on avait quasiment la moitié du fonds. Et après, à chaque fois qu'on avait quelqu'un au téléphone, soit un entrepreneur à succès,
soit un patron de fonds américain un peu connu, donc je pense à Benchmark, à DST, à Insight, etc. Et ben en fait, il nous disait moi, je suis assez chaud, je vais mettre un ticket. Et les tickets étaient significatifs. C'était des tickets de 3 à 5 millions d'euros. Donc en fait, à coût de 3 à 5 millions d'euros, tu as vite 75 millions d'euros sous management. Et donc ça s'est fait en moins de 6 mois. Donc Family Friends au départ. Exactement. D'ailleurs, on rigole parce que souvent on fait des rendez-vous avec Xavier Pilla, des entrepreneurs, et Xavier s'amuse à dire que c'est un fonds de Friends and Family, quoi. Ouais, Voilà. tout à fait. Ça, c'est le fonds 1. Quand vous avez levé ce premier fonds, est-ce que vous aviez déjà une thèse d'investissement ou c'était plutôt, on va dire, un super club deal ? En fait, la thèse d'investissement, je pense que c'était l'extraction de qui on était avec Pilla. Donc, on est des investisseurs généralistes. Évidemment, on ne fait pas de sujets deep tech très profonds ou de sujets infra, parce que ce n'est pas notre cœur de cible. Mais donc, généralistes, qui aimons l'amorçage, qui aimons prendre des risques sur des boîtes extrêmement ambitieuses. Et donc, on a commencé avec ça en se disant qu'à mesure que le temps passe, si on était suffisamment diligent, on arriverait à affiner le type de deal qu'on voulait financer et la proposition de valeur de New Wave aussi. Et si tu regardes aujourd'hui la thèse de New Wave 2, c'est pas la même que celle de New Wave 1 qui était beaucoup plus ouverte et qui s'est raffinée avec le temps, quoi. D'accord, vous avez mûri en fait entre-temps. Exactement, on est devenus adultes. Vraiment ? Non, pas vraiment, mais il faut que je le dise quand même à mes LP, ça fait plus sage. Parfait. Alors, c'est intéressant que tu nous expliques la raison. Ce qui m'intéressait de creuser avec toi, c'est déjà comment se finit ce fonds 1. Donc, il a été presque totalement déployé. Il nous reste 2 à 3 deals à faire. On cherche, mais c'est difficile quand ton niveau d'exigence a monté avec le temps de trouver les deals qui rentrent dans ta stratégie. Donc, il est déployé. Est-ce que vous avez déjà fait des sorties ? On n'a pas fait de sortie encore. Non, on a tout déployé entre début 2021 et aujourd'hui, et encore un petit peu début 2024, et on n'a pas de sortie programmée. Et en termes de valo dans le portefeuille ? En termes de valo, donc non réalisé, quoi. Donc non réalisé, on est à un peu plus de 3 fois en ce qu'on appelle MOIC, Multiple on Invested Capital. D'accord. Alors, je te disais, en préparation de cette discussion, que j'étais intéressée que tu nous parles de cette deuxième levée, parce que la première levée est quand même très liée à ta position chez Kima, l'aura que tu as avec Kima. Quand on lève un fonds 2 donc, qui est plus conséquent, on va dans la deuxième sphère, donc de LPs encore plus institutionnels. Je ne sais pas du tout si c'est le cas chez vous. Ici. Comment est-ce que vous avez préparé cette levée de fonds ? Comment vous y êtes pris ? Et qu'est-ce que c'est que de lever un fonds en bear market ? Ah, écoute, c'est très intéressant parce que si je devais décrire un peu la relation entre Pia et moi, je pense qu'on est vraiment 2 polarités différentes qui se complètent parfaitement bien. Et ça se voit beaucoup dans le deal making, mais ça a été surtout critique dans la structuration de New Wave et aussi dans la relation avec les LP. Parce que je caricature un peu en disant ça, mais moi je suis la nonchalance là où Pia il a diligence, quoi. Et donc moi, j'ai appris un métier avec elle en fait, tu vois, qui était métier de structurer des docs, avoir une data room, parler à des gens en mettant, sujet, verbe, complément, tu vois. Et en fait, le fond 1, donc c'était pas du tout comme ça parce que c'était des friends and family. Et le fond 2, ce qui s'est passé, c'est que on en a parlé à tous nos LP du fond 1. On a eu une grande partie de ces investisseurs qui ont commit sur le fond 1. Et en fait, on a eu, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on avait commencé à faire nos premiers deals, etc., mais beaucoup d'inbound de LP institutionnels qui nous ont dit nous, on a entendu parler de New Wave et on aimerait bien discuter avec vous pour voir s'il y a une ouverture pour votre fonds 2. Et donc, avec Pia, on a commencé à discuter avec des investisseurs institutionnels, et c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais fait. Enfin, moi, pas. Pia l'avait vu un peu chez Axel et chez Stride, mais moi, jamais, en fait, chez Kima. Alors ? Très, très bon exercice. C'est des gens très structurés, très diligents. Il faut cocher des cases. Et donc, il faut cocher les cases. Nous, on a une case qui est un peu bizarre, qui est la case où moi, je suis opérationnel sur Kima. Donc, Kima, c'est à la fois un unfair advantage pour New Wave. C'est quelque chose de formidable pour le deal flow. C'est aussi quelque chose qui les effraie naturellement. Donc, il fallait les rassurer là-dessus. Ensuite, ça nous a poussé dans nos retranchements sur quelle est notre stratégie d'allocation du capital, pourquoi est-ce qu'on a fait tel deal, ce dont on est fier, ce qu'on regrette, pourquoi, comment était la dynamique entre nous quand on les a prises, etc. Et ça nous a permis de prendre énormément de recul sur la manière dont on avait opéré pendant 3 ans. Et ça, c'était
Et ça, c'était génial. Et c'était quoi les leçons apprises ? Les grandes leçons, c'est dans une relation, en fait, ce que tu cherches, c'est un bon équilibre et éviter de te trouver soit en zone de dominant, dominé, ou quelqu'un qui pousse un peu plus fort sur un caractère, un trait de caractère, et l'autre, en fait, qui du coup se fait écraser parce qu'il a la polarité opposée. Et donc, on a beaucoup appris, je pense, sur notre dynamique de deal-making ensemble. Et moi, au début, comme chez Kima, j'étais solo player, que je faisais des deals par moi-même, j'ai poussé des deals sur New Wave de manière peut-être un peu trop forcée, qu'on a fait. Je ne sais pas si on aurait dû les faire, mais aujourd'hui, nos échanges et la manière dont on débat sur les deals est beaucoup plus structurée et équilibrée. Ouais. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'on s'est rendu compte que quand tu fais de l'amorçage, en fait, tu vas financer ce qu'on appelle des first-time entrepreneurs. Les first-time entrepreneurs, qu'est-ce que tu sais sur eux, à part un peu ce qu'ils ont fait dans le passé ? Ce qu'ils te disent qu'ils ont fait. Et ce qu'ils te disent, en plus, tu n'as pas beaucoup d'éléments. Donc, c'est un peu léger. Et donc, maintenant, on se concentre vraiment soit sur les entrepreneurs qui recommencent quelque chose après avoir déjà fait une boîte par le passé, et on cherche des entrepreneurs dont la deuxième boîte est une continuité de la première. Tu vois, quelqu'un qui aurait fait, je sais pas moi, de l'infrastructure énergétique et tout d'un coup se lance pour faire du gaming. C'est pas ce que j'appelle un repeat entrepreneur, tu vois, parce que il n'y a pas de continuité entre les deux activités. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, des first-time entrepreneurs, certes, mais qui sont post-product market fit. Et s'ils sont pré-product market fit, il faut que la structuration du deal soit une vraie structuration de pré-amorçage, c'est-à-dire des montants pas trop significatifs, sur des valos pas trop significatives, pour que nous, en termes d'asset manager, tu vois, on alloue du capital à des entrepreneurs, on puisse se défendre auprès de nos LP en se disant qu'on a fait le bon choix, qu'on a été sérieux dans la manière dont on a fait ce deal-là, même s'il y avait beaucoup de risques. Top, merci beaucoup. Question par rapport à Kima, comment est-ce que tu parviens, alors Kima tu le gères avec Alexis Robert, Ouais. Comment tu parviens à jongler ces deux responsabilités, parce que quand tu es en processus de levée c'est extrêmement time consuming, tu as encore un mandat chez Kima, donc des grosses responsabilités, donc comment est-ce que tu parviens à gérer, et puis tu parlais tout à l'heure de l'avantage que ça pouvait représenter, est-ce qu'il y a aussi des downsides à avoir les deux en parallèle ? Alors la première chose c'est Pia a fait beaucoup des premiers calls avec des institutionnels lors de notre process de levée de fonds et ça m'a permis de dégager beaucoup de temps pour rester concentré sur Kima. Donc ça, c'était important. Kima, c'est des décisions qui sont prises très rapidement sur les entrepreneurs que je vais rencontrer pendant 20 minutes, 30 minutes, souvent sur Zoom. Et donc, c'est un fonds sur lequel il y a du volume. Donc, je traite beaucoup de volume. Moi, j'aime bien le volume parce que d'abord, ça nourrit ma curiosité. Comme je ne suis pas proactif de nature, je suis plutôt réactif, donc c'est bien d'avoir tous ces échanges parce que ça me nourrit. Et ensuite, sur le deal flow de Kima, parfois je vais avoir des entrepreneurs, je vais me dire tiens, ça c'est pas mal, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde avec Pia. Toutes les boîtes qui sont financées par New Wave, systématiquement, si c'est des francophones de la tech, Kima va mettre un petit ticket aussi. Comme ça, moi, je ne me retrouve pas dans une position délicate, notamment vis-à-vis d'Alexis ou de Jeanne, à leur dire « Ah bon, on a fait un deal avec New Wave, et by the way, on n'y est pas avec Kima, et vous n'aurez pas de carré dessus. » quoi. Ça la fout mal. Et ça nous est arrivé une fois, par inadvertance, et je m'en voudrais toujours. Tu vois. C'était l'un de nos premiers deals avec New Wave, et je n'en suis pas rendu compte, et je m'en veux, bon, mais c'est comme ça. Ça, c'est la première chose. Après, sur les downside, il y en a eu une fois. Ça m'a marqué, c'est un entrepreneur qu'on avait vu avec Kima, qu'on a vu avec New Wave, à qui j'ai dit non avec New Wave, et qui a pris la mouche, et qui du coup n'a pas voulu du ticket de Kima. S'ils réussissent, ce sera dommage, j'aurais dû mieux gérer la relation, et s'ils échouent, c'est pas grave. Et pourquoi ? Mais C'est une histoire d'ego ? C'est forcément de l'histoire d'ego, bien sûr. T'es blessé dans ton orgueil, et du coup tu expliques à Kima que t'aurais adoré bosser avec Kima, mais que t'avais pas la place. Quand tu lèves 5 millions d'euros, tu as toujours la place pour un petit ticket pour Kima, en vrai. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est aussi une leçon pour moi. Ouais. Alors, il y a deux investissements. En fait, il y en a déjà que j'ai traités sur mon podcast, comme Lago, donc on va pas revenir dessus. Ouais. On a deux que tu avais proposé qu'on discute aujourd'hui, Amo et Mistral. Alors, j'aimerais qu'on commence avec Amo. C'est marrant parce que ça m'a fait penser à Muse. Ça te fait pas penser à Muse ?
Écoute, si tu vois, leur premier produit ID me fait beaucoup penser à Muse. Alors Muse, c'était un deal dans lequel on avait mis un petit peu d'argent avec Kimar il y a 3 ans, qui était juste avant le Covid d'ailleurs. C'était à New York, non? C'était à New York, exactement. J'avais dû faire un aller-retour pour aller voir les entrepreneurs là-bas, qui était un chat en fait en freeform. Donc tu collais le texte où tu voulais, tu mettais des gifs. C'était comme un WhatsApp, mais avec le texte collé n'importe où, comme tu veux, sous n'importe quelle forme. C'était très amusant, mais techniquement c'était complexe et donc c'était un peu buggé. Et le chat, c'est quelque chose de très 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 exigeant. Les standards sont très exigeants et donc si t'es un tout petit peu buggé, en fait, ça marche pas, quoi. Voilà, donc ID me fait un peu penser à ça, c'est vrai, en proprement exécuté. Et puis ID, c'est pas un solo product. En fait, c'est un produit dans une suite de produits qui est en train de sortir Amo. Le deuxième devrait sortir aujourd'hui ou lundi. Et donc sera sorti quand je publierai l'épisode. Exactement. Donc Capture sera sorti au moment où tu publieras l'épisode. Donc ça, c'est super. Et voilà. Mais ouais, un peu comme Muse au début à ID. Alors, comment est-ce que tu vois les choses? Parce qu'il y a quand même BeReal, il y a TikTok, ou alors je suis complètement à côté de la plaque, mais comment est-ce que Amo se fait une place dans toute cette... C'est une très bonne question. Comment tu te fais une place au soleil parmi toutes les apps sociales, consumer qui existent dans un environnement qui est très très occupé, quoi. Il y a du monde, hein. BeReal, on avait fait le deal en lead avec New Wave il y a 3 ans. Aujourd'hui, c'est pas loin de 25 millions de daily active users. Et BeReal, c'est ce qui était assez dingue avec BeReal, c'était cette espèce de rendez-vous, quoi. C'est ce rendez-vous quotidien où tu reçois ta notif et c'est comme faire un check-in, en fait. Tu prends cette photo front and back et ça fait un check-in avec le reste de tes amis. C'est une fois par jour. C'est peu engageant. Et comme c'est peu engageant et que c'est une fois par jour, en fait, c'est assez... du coup, c'est engageant parce que ça ne te demande pas d'y mettre trop d'énergie. Donc, pour ça, ça a très, très bien marché. Après, comme tout, les gens se lassent. Donc, il faut que tu arrives à recréer des expériences au sein de ce produit pour pouvoir, tu vois, réengager ton audience. Donc, ça, c'est un peu le challenge de BeReal dans les mois à venir et dans les années à venir. Et de l'autre côté, Amo, Antoine Martin, le CEO, ça fait 10 ans que je le connais. On avait financé sa boîte en série A avec Xavier fin 2015. On l'a revendu à Snapchat en 2017. Et j'attendais qu'une chose, c'était qu'il relance une boîte en consumer social, quoi. Et en fait, quand il m'a pitché Amo il y a 1 an, juste avant qu'on investisse, il ne m'a pas pitché quelque chose de révolutionnaire. Il m'a juste dit, voilà, on est dans un monde du social consumer où tu as beaucoup d'entertainment d'un côté, que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube Shorts, etc. Il y a toutes les apps qui étaient avant les apps que tu partageais avec tes amis, comme Insta, Facebook et tout, qui en fait ne le sont plus, en fait. Des endroits sociaux sur lesquels tu as tes amis les plus proches, en fait, ont disparu. Elles ont muté, tu vois, c'est devenu autre chose. Et donc, il y a une place à reprendre là-dessus. Et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et pour faire ça, on va éviter de faire un produit Frankenstein qui va tout faire parce qu'on ne veut pas revenir Facebook. Donc, on va faire une suite de produits très précises, très simples et très customisables, tu vois, à l'image de... Bon, alors pour je ne sais pas quel est l'âge de ton audience, mais moi, je me rappelle de MSN, de Yahoo, les forums où tu prenais ta police de caractère, tu la mettais en rouge, en bleu, tu changeais de forme, tu faisais plein de choses et tout. Et en fait, le custom, c'est un truc où moi, je vois mes enfants sur WhatsApp. Leur WhatsApp est complètement custom. Et je les vois sur toutes les apps qui peuvent custom. Ils adorent faire ça, quoi. Et donc, ils veulent recréer une suite de produits social pour te rapprocher de tes amis. Et j'espère, moi, j'aime bien dire ça, unbundler Facebook. Et on verra si ça marche. Si tu penses à Facebook, Instagram, c'est toi le produit, Oui. d'accord? Tu as des apps qui se développent, je pense à République, qui se différencient, si tu veux, de ce qu'on voit actuellement, où tu deviens en fait propriétaire, d'accord? Est-ce que tu penses qu'il y a une appétence particulière des utilisateurs, notamment des plus jeunes, sur ce genre d'app, pour pas recommencer encore quelque chose, du réchauffé, quoi? Avec GDPR, je ne sais pas si tu as remarqué, mais maintenant, tu peux payer Facebook ou Instagram pour ne plus avoir de pub. Donc, tu n'es plus le produit, mais par contre, il faut que tu payes pour utiliser le produit. Les apps sociales qui se targuent de vouloir te redonner le contrôle et que plus ça va, plus on va être tous ensemble, plus on va être riche, pour moi, ça me fait penser qu'il y a 2 mouvements, soit un Ponzi scheme, soit du communisme. Et dans les 2 cas, je ne vois pas comment ça marche, tu vois. Donc, en fait, j'adore, d'un point de vue philosophique, ce que ça représente. Je ne suis pas sûr que pour aller chercher le product market fit et tes 10 premiers millions d'utilisateurs,
ce soit la bonne approche. Mais peut-être que quelqu'un prouvera le contraire. Ça marche. Alors, l'autre boîte à laquelle je pensais, c'est Mistral. Yes. Assez extraordinaire, Mistral. Comment est-ce que tu compares Mistral par rapport à du GPT-4 ou des modèles comme Llama 2 et en quoi est-ce qu'ils sont différenciés de ces modèles? Alors d'abord, la jeunesse sur Mistral, c'est qu'un jour, j'étais au bord de Nabla avec Alexandre Lebrun et Alexandre me dit, il y a un mec avec qui j'ai bossé chez Facebook qui s'appelle Guillaume, c'est un génie, peu importe ce qu'il fait plus tard, il faut absolument mettre de l'argent chez lui. Pas longtemps après, Jean-Charles Samuelian d'Alad nous parle de cette équipe, avec notamment Arthur, le CEO. On a la chance de pouvoir investir dans leur premier tour de financement avec New Wave et avec Xavier et tout un tas d'autres personnes. Et en fait, le pitch, il se divise en deux. Il se divise d'une part sur un pitch qui est un peu souverain, qui est de dire OK, tu as OpenAI aux US, comment est-ce que tu crées quelque chose à l'échelle mondiale à partir de l'Europe et donc, tu vois, qui va s'affranchir des contraintes que les Américains vont t'imposer, puisque c'est des spécialistes pour t'imposer de la contrainte, quoi. Donc, c'est le premier truc. Et le deuxième paradigme, c'est un paradigme open source, qui est très proche de ce que fait Facebook avec Llama. Mais le job de Facebook, comme tu disais, c'est de prendre ses utilisateurs pour des bouts de viande. Llama est un side product de Facebook, tu vois. Llama n'est pas Facebook. C'est fabuleux ce qu'ils font. Et d'ailleurs, si tu regardes... je crois que 2/3 des ingénieurs à l'origine de Llama sont des francophones. Mais à un moment donné, si tu as l'opportunité de créer un modèle open source très robuste, en compétition directe face à Llama, et qui pour une fois appartient pas à Facebook, mais plutôt à Mistral, il vaut mieux. Et d'ailleurs, moi, ma certitude et ma conviction, c'est que parce que Mistral ne fait que de l'AI et rien que de l'AI, et de manière laser focus, fera probablement des choix stratégiques et opérationnels plus, j'espère, meilleurs que Facebook dans les années à venir, dans le développement de leur modèle open source, quoi. Et on ne peut pas écrire l'histoire, il va se passer tellement de choses dans les mois et les années qui viennent, mais franchement, c'est génial de voir ce que Mistral a réussi à faire en même pas 9 mois, quoi. Et comment ils monétisent? Aujourd'hui, tu monétises tu monétises auprès des entreprises qui veulent utiliser ton produit. Je sais pas exact, je veux pas trahir de secret, donc je peux pas tout dire. Ouais. Aujourd'hui, la manière dont tu monétises l'intelligence artificielle, c'est par du compute, quoi. Donc tu me dis, tu veux utiliser mon moteur d'intelligence artificielle pour faire X, Y, Z. Voilà le prix à l'heure, à l'usage, au token. Et voilà. Mais après, faut pas que je dise de bêtises, donc je m'arrête là. Ok, il y a toujours ma question réglementation qui arrive. Toi, t'adores la réglementation. Non, j'adore pas, mais ça fait partie de l'équation. Il y a des enjeux réglementaires comme le AI Act, il y a GDPR que tu as cité tout à l'heure. Comment est-ce que eux comptent les gérer? Ça fait partie de l'équation, j'imagine, dès le départ. Est-ce que tu peux nous partager certains éléments de réponse? En fait, le job d'un bon entrepreneur dans une start-up, c'est d'être très proche des gens qui font les lois très tôt, pour qu'ensemble, ils arrivent main dans la main à faire le projet le plus cohérent possible. Ce qui est toujours difficile parce que tu as beaucoup de edge case, tu as beaucoup évidemment d'agenda, tu as beaucoup de lobby. Puis quand tu es la France, tu n'es pas que la France, tu es aussi l'Europe. Donc il faut composer avec tout ça. Et de temps en temps, tu arrives sur des trucs un petit peu Frankensteinesque à la GDPR. Mais il vaut mieux qu'on prenne le taureau par les cornes quand il s'agit de AI Act en prenant les devants avec la France, plutôt qu'on attende que les mecs s'installent dans une salle entre gens autorisés à l'échelle de l'Europe pour décider ce qu'il faut faire, quoi. Donc c'est très bien qu'on ait pris les devants là-dessus. Top. Alors j'aimerais juste revenir un peu en arrière sur le fond 1 et sur la façon dont tu penses vous allez gérer les attentes de vos LPs sur le timing des sorties, en fait. Parce que comme vous n'avez pas encore fait d'exit. Oui. Alors ce qui se passe, c'est que quand tu fais investir quelqu'un dans un fonds venture, la promesse, elle est simple. Ne t'attends pas à revoir ton argent avant 10 ans. Parce que si je le sors avant 10 ans, il y a 2 possibilités. C'est soit parce que j'ai mal vendu, en fait, une boîte. Et donc, on va récupérer un peu d'argent, mais ce n'est pas le mandat que tu m'as donné. Parce que le mandat que tu m'as donné, c'est de faire 10x sur ton argent, pas de faire 2x, quoi, 2x. Soit c'est parce que j'ai eu un cas exceptionnellement incroyable, qui est une anomalie complète de l'histoire, qui fait que je t'ai rendu beaucoup d'argent, mais ça n'aurait pas dû se passer. Donc, de toute manière, notre mandat, c'est de rendre beaucoup d'argent à 10 ans. Avant ça, évidemment, on rêve d'avoir des sorties de taille significative
pour rendre plusieurs fois l'argent à nos LP, parce que d'abord, ça les motive à investir dans nos fonds suivants. Nous, c'est tout bête, hein, mais en point de vue de fortune personnelle, évidemment, ça a un impact. Et ensuite, d'un point de vue réputationnel, c'est énorme de pouvoir sortir des boîtes tôt, quoi. À défaut d'avoir ça, ce qu'on essaye de faire, c'est d'avoir un panier de boîtes dans notre portefeuille qui est sécurisé soit parce qu'ils ont atteint une taille critique, soit parce qu'ils ont levé suffisamment d'argent et qu'ils sont développés suffisamment bien pour qu'on soit confiant à leurs propos, soit qui sont rentables et qui grossissent et pour lesquels on a de l'espoir, quoi. Donc nous, notre objectif dans un horizon 3-5 ans, c'est de se dire sur les 25 boîtes qu'on va faire, il faut qu'on ait désolé, je te donne une fourchette qui est un peu large, entre 20 et 50% de ces boîtes-là qui soient dans ce panier. C'est large. C'est large parce qu'en fait, c'est large. Mais la vérité, c'est que sur 20 boîtes, tu en as une qui va devenir légendaire si tout se passe bien. Et en fait, tout se joue là-dessus, quoi. Et peut-être qu'il y en aura 2, et dans ce cas-là, c'est extraordinaire. Tu peux faire comme Benchmark, sur un fonds de 400 millions, rendre 15 milliards à tel prix et prendre 1 milliard de caride. Mais ça n'arrive pas tous les jours. C'est clair. Eh bien, écoute, c'est top. Je crois qu'on a fait un super tour d'horizon. Tu vois d'autres points qu'on aurait pu approfondir sur vos prochaines étapes, à part le first closing? Non, moi je suis ravi de parler de New Wave aujourd'hui parce qu'on en a rarement l'occasion. Et Pia sera contente aussi, en plus. Et j'ai hâte qu'on trouve nos 2-3 deals pour terminer le fonds 1 et commencer le fonds 2. Et notamment parce que tu parlais de réglementaire tout à l'heure. On a une contrainte réglementaire avec le fonds 1. C'est qu'on a 75% de nos investissements qui doivent être en Union européenne, alors que le fonds 2, ce n'est que 50%. Et il y a beaucoup de boîtes qu'on a vues qui ont leur headquarter aux États-Unis, qui opèrent aux États-Unis. Et malgré le fait que ce soit des Européens et des francophones, on ne peut pas investir chez eux pour ça. Et c'est dommage. Super. Alors, Jean, le mot de la fin, c'est toujours une recommandation. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes? Alors, ça peut être une newsletter, ça peut être un livre, un film, une série. Qu'est-ce que je recommande? Ouh là là. Et en fait, j'ai recommandé un bouquin que j'ai conseillé il n'y a pas longtemps et que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est ce qu'on attend de 100% des gens avec lesquels on bosse. C'est un bouquin qui s'appelle Extreme Ownership, qui parle des Navy Seals, de l'importance de... Lu. Ouais, évidemment, toi, t'as tout lu, je sais bien. Mais qui parle de l'importance de prendre ses responsabilités en toutes circonstances, et particulièrement quand on ne vous le demande pas. Et c'est devenu un peu trop rare, malheureusement. Merci Jean d'être venu. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.